ont été tués par les Français et ils ont laissé des orphelins qui n'ont eu d'autre choix que de devenir goumiers. Mais la vraie raison qui nous a chassés d'ici vers les Goums, c'est la corvée de 4 jours, la corvée imposée par les Français. En échange de l'aman, cérémonie de reddition, dont le rituel plaisait tant aux généraux et aux journalistes, les rebelles n'avaient guère d'autre choix que de devenir goumiers. Le Maroc est un pays poudre. Le Maroc, le moins près des villes, le moins près des routes, est un pays guerrier. C'est un pays de cheval, c'est un pays de fusils. Les longs vieux fusils, les Mokala qu'on vend aujourd'hui aux Américains chez les vendeurs d'antiquités. Et bon, l'histoire du colonialisme au Maroc n'est pas née par hasard. Elle a beaucoup exploité cette fibre guerrière. L'instabilité du pouvoir chérifien était devenue, non sans intrusion de l'Occident, bien entendu. La fragilité du pouvoir chérifien était devenue très très grande à l'orée du XXe siècle. Alors, les Français ont utilisé d'une façon particulièrement perverse et particulièrement habile les vertus guerrières des Marocains. Et dans ce monde tribal, elle a su dresser l'une tribu qui avait résisté, une fois conquise, contre la tribu suivante. Lyautey rêvait d'une de grands frères, dans une atmosphère de frérie, dans une atmosphère de scoutisme, où le colon serait l'éducateur bienveillant de l'indigène. Lyautey était un personnage qui n'est pas facile à présenter de manière monolithique. C'était surtout un homme de théâtre qui adorait endosser des rôles, jouer avec ses rôles, et qui pouvait à la fois combiner le personnage de régent de l'Empire, de grand vizir éclairé du sultan, de proconsul lançant une colonie qu'il concevait comme une sorte de Californie, de façade californienne de la France, de patron comme Didier Dora, le personnage de Saint-Exupéry, le personnage qui lance l'aéropostale, ou comme un grand patron d'hôpital à l'époque, et aussi d'esthète amoureux d'une très vieille civilisation dont il veut conserver la noblesse et la beauté, de chartiste, d'antiquaire. Et tous ces personnages, évidemment, ne sont pas évidents à assumer, mais c'est incontestable que Lyautey le fait d'une manière qui est inimitable et qui en fait un personnage fascinant pour cinéaste à la Visconti. Il arrive à attirer auprès de lui des jeunes gens bien nés, des jeunes gens appartenant au milieu patricien, parisiens surtout, qui sortent de l'école libre des sciences politiques ou de grandes écoles. Nous sommes aussi à l'époque des 20s, des années folles. Il y a des jeunes gens qui se jettent à l'époque dans les stupéfiants, dans les voitures rapides. L'officier le plus représentatif de cet état d'esprit, c'est certainement Henri de Bournazel, qui est un ancien élève des Jésuites, un officier qui est jeté dans la guerre de 14 à la fin de cette guerre, et qui, au Maroc, au fond, va, si je puis dire, se refaire un peu une santé, un équilibre, en endossant le personnage du preux, en endossant le personnage qui livre une guerre à des gens qui sont homériques, et qui, pour bien marquer qu'il prend des risques, et toujours, puisqu'il avait commencé dans la cavalerie avec des spahis, avant de devenir officier des affaires indigènes, qui toujours endosse un manteau rouge. Alors il devient au Maroc l'homme au manteau rouge. L'histoire d'Henri de Bournazel, héros emblématique de ce western à la française, modèle de l'officier colonial muet en chevalier de l'Occident, fut un des best-sellers avant-guerre. Les Marocains ont même contribué à forger sa légende en l'appelant Bouhamra, l'homme à la tunique rouge, sur laquelle les balles n'avaient pas d'effet. Il mourut le jour où il ne la porta plus. Ces gens-là mettaient des shorts longs, ces gens-là vivaient sous la tente, ces gens-là taillaient avec des morceaux de bois de quoi faire une cuisine itinérante. Je crois que beaucoup, on doit l'admettre, moi je cultive cette piste, ont vécu une enfance tardive, prolongée, dans un milieu un peu vierge, croyait-il. Il y a du scoutisme là-dedans. Pour quelques dizaines d'hommes en uniforme, officiers des affaires qu'on appelait à l'époque indigènes, le Maroc est vécu comme une nouvelle frontière au sens américain du terme. Officier au rôle polyvalent, magistrat autant que bâtisseur,
l'officier des affaires indigènes constitue l'ossature de l'administration du protectorat. L'officier d'affaires indigènes était évidemment un officier sorti de la troupe, mais qui, attiré par d'abord cette montagne et cette population, et surtout par la manière d'opérer qu'on leur enseignait à Rabat, qui consistait donc à essayer de faire tache d'huile par la persuasion pour pénétrer cette montagne, était vraiment pris par ce métier en quelque sorte de contact avec les tribus de l'avant, si j'ose dire, et qui essayait en quelque sorte de les amener à eux, mais parfois avec quelques difficultés qui amenaient à certains petits combats dans lesquels on peut dire que l'honneur était sauf si la tribu en question se rendait. L'officier des affaires indigènes, ou on disait plus commodément officier d'Aï, était un créateur. Il mettait en valeur une zone, une région, il l'avait pacifiée, il la mettait en valeur, il la contrôlait. Je crois que c'était des gens qui avaient leur méthode, ils étaient dévoués à ce qu'ils faisaient, bien ou mal, mais ils étaient dévoués. Et en effet, c'était de véritables féodaux. Et je me souviens d'avoir entendu le roi du Maroc, un jour où il n'était pas très content de ce qui se passait, je ne sais plus dans quelle province, dire finalement de tout ce peuple, ceux qui les ont vraiment aimés sont les officiers des affaires indigènes. Et c'est un comble, disait-il. Le fait d'arriver à noyauter en quelque sorte la dissidence, ou à amener à nous en quelque sorte certaines tribus qui, pour des intérêts divers ou par intelligence de leur chef, pensaient qu'il convenait de se rapprocher du Marzen, et de les utiliser ensuite pour amener les autres à récipiscence, était tout l'art de l'officier d'affaires indigènes, en évitant le combat si possible. L'archétype de ces officiers fut sans conteste Pierre Boyer de la Tour, celui qui sera l'avant-dernier résident général de la France au Maroc en 1955, avait laissé son cœur dans la montagne berbère, là où il avait rencontré Lala Khadija de la tribu des Aïd Sérouchen. Fait stupéfiant pour la société coloniale de l'époque, il l'avait épousée. Interpellé pour toujours par cette histoire romanesque, symbole d'une fraternité franco-musulmane perdue, Patricia Boyer de la Tour, la petite fille de la Berbère, a refait pour ce film le parcours initiatique qu'il avait mené quelques années plus tôt à la recherche de ses racines marocaines. Et j'ai connu Boyer de la Tour et quand il était commandant du cercle d'Azilal. Capitaine de la Tour était certainement le condottiere, bien sûr, mais surtout un politique. Et un politique qui avait souci de pénétrer cette montagne par le cœur plutôt que par l'intelligence plutôt que par les armes. Il a toujours été en quelque sorte l'enseigne des officiers d'affaires indigènes, le type même, l'archétype des officiers d'affaires indigènes. Comment expliquez-vous cette relation très forte qui a existé entre la Tour et les goumiers marocains? Je vous ai dit d'abord la prestance de l'homme, son courage aussi dans les combats qu'il a vécu, notamment lieutenant-capitaine. Et puis, je pense très rapidement un sens exceptionnel de l'équité entre la troupe et l'encadrement. C'est sa réputation, tout à fait. Je crois que ce sont là ses vertus. Et ce mariage avec Lala Khadija, ma grand-mère, est-ce que ça n'a pas été un élément Si, probablement. Probablement. Je le pense encore. On en parlait peu, mais il est évident que tous les goumiers étaient au courant. Non, je pense que c'est un coup de cœur qui a séduit cette montagne. اسم المسيح عيسى ابن مريم وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين صدق الله العظيم.
Sur cette plaque, il est écrit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il y a un seul Dieu et Mohamed est son prophète. C'est la tombe de la défunte noble Shérifa Lalla Khadija, fille d'Abdullah Sghrouchni al-Idrissiya, Sghrouchniya, c'est-à-dire des Zayd Sghrouchen Idrisside. Elle est morte en 1930 à Wawizart. Que Dieu ait son âme. De cette histoire d'amour, qui s'inscrit dans la grande histoire, je n'ai trouvé en France aucune trace. Au Maroc, on se souvient de mes grands-parents, de Lalla Khadija, la berbère, et du lieutenant Pierre de la Tour. On parle encore avec passion de ce mariage incroyable en pays musulman. Et de leur amour, on raconte encore les versions multiples.